Nous allons aborder aujourd'hui l'autre décolonisation, c'est-à-dire concernant cette période des années 50 au début des années 60. Au-delà du scénario qui apparaît dominant d'une décolonisation apaisée, d'une transition réussie, on va plutôt s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler un versant oublié de la décolonisation, c'est-à-dire autant des guerres coloniales, que nous verrons aujourd'hui, que des travers de la décolonisation qui vont bien sûr marquer les décennies de l'indépendance et au-delà même l'évolution politique des pays africains. Cette approche, bien sûr, prend en considération les derniers travaux et les renouvellements en termes de recherche et d'analyse historique, mais aussi fait déterminant les différents devoirs de mémoire qui, de la part des sociétés civiles africaines, ou y compris métropolitaines, ont porté sur cette période des années 50 et des années 60. Nous démarrerons sur une observation assez significative de cette découverte d'une histoire, d'un versant caché de la décolonisation, à l'occasion de la commémoration du 50e anniversaire des indépendances de l'Afrique, en 2010, 2011, 2012, 2013. Ces commémorations sont générales sur le continent africain, mais varient considérablement d'un pays à un autre. Dans certains pays, à première vue, les pays où la décolonisation a suivi un cours relativement apaisé, négocié, la commémoration prend de l'ampleur, le cinquantenaire prend de l'ampleur avec des cérémonies importantes, des inaugurations de lieux, des commémorations officielles et universitaires et scientifiques, tout un marketing politique et national qui honore les héros de l'indépendance, d'ailleurs beaucoup plus les pères de l'indépendance que les combattants de la liberté. Donc on a par exemple, là on peut s'arrêter sur les commémorations au Togo avec l'inauguration d'une place de l'indépendance, un marketing politico-national assez performant et d'une façon générale la multiplication de signes de commémoration positive. Bon, j'ai pris entre autres les timbres-poste, puisqu'effectivement, autant dans les anciennes colonies africaines que en France, il y a cette volonté de commémorer cet événement. Sauf que dans certains pays africains, la commémoration ne prend pas l'ampleur qu'on attendait. Un service minima est assuré, protocolaire, institutionnel, mais sans grande ampleur, sans grande volonté populaire. Et dans certains pays, je pense à l'Ouganda, au Rwanda, cette commémoration n'est pas effectuée. C'est-à-dire qu'il y a un blocage ou un silence sur cette période de l'entrée en indépendance des nations africaines. Alors, ces différents silences ou ces différentes perceptions sont révélatrices d'une prise de conscience qui, dans un premier temps, a porté sur des événements traumatisants durant la période de la décolonisation. On peut s'arrêter sur plusieurs de ces événements, puisqu'ils ont fait l'objet d'un traitement médiatique, voire judiciaire, très significatif à partir des années 2010-2015. Premier événement qui apparaît au moment où, d'une façon assez unitaire, on commémore les indépendances africaines, c'est on divulgue des informations concernant un massacre, le massacre de Tiaroy, le 1er décembre 1944, qui, selon les différentes versions, aurait fait entre 35, 70 ou 191 morts. Alors, ce débat sur les victimes est souvent associé à la difficulté de reconstituer l'événement à partir de sources qui ont disparu ou qui ont été occultées. C'est un événement qui est particulier, qui concerne d'ailleurs une région de l'Afrique où, à première vue, la décolonisation s'est réalisée d'une façon apaisée, la région sahélienne ou l'Afrique de l'Ouest, mais qui de même révèle que derrière
ce processus de décolonisation, il y a eu des tensions importantes, dont entre autres ce fameux massacre de Tiaroy. Alors, revenons sur l'objet de la nature de cet événement, qui a trait d'ailleurs à la Seconde Guerre mondiale. En 1944, on décide de rapatrier les soldats africains de l'armée française qui étaient prisonniers de guerre dans les fameux Fondstalag, c'est-à-dire les camps d'internement en France. On les rapatrie, donc on est dans une logique, on pourrait dire, de démobilisation assez classique, avec la volonté de les ramener dans leur territoire d'origine et aussi, et c'est une attente très forte de la part de ces soldats, de leur attribuer un pécule, une rémunération, une compensation et de les reconnaître en tant qu'anciens combattants, ce qui était un élément très important, comme nous l'avons vu en Afrique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Or, cette situation va très vite dégénérer. Pour une raison, on pourrait dire au départ essentiellement matérielle, on a affaire à ce qu'on peut appeler une crise des demi-soldes. Alors, chose qui est connue dans l'histoire de France, il suffit de rappeler l'importance des demi-soldes dans la construction de la légende napoléonienne. En effet, on refuse à accorder, enfin, l'armée française refuse à accorder à ces démobilisés les compensations qu'ils réclament, c'est-à-dire le statut, le traitement et la possibilité effectivement de revenir, si ce n'est en vainqueur, mais du moins de sortir de l'épreuve de la guerre. Cette revendication, dans le cas qui nous intéresse, à Tiaroy, prend une dimension conflictuelle et le fait marquant, c'est que la police militaire, l'armée, réprime sauvagement cette contestation. On va, lors d'une manifestation, et ce n'est qu'en 2012, lors de la visite du président français au Sahel, de François Hollande, que la France reconnaît officiellement sa responsabilité dans ce massacre de militaires français, de militaires africains français, juste à la fin, ou disons en 1944. Autre événement qui est aussi qui est encore plus dramatique et qui pendant longtemps est passé, si ce n'est inaperçu, du moins a été occulté, c'est le massacre de Moramang. Alors, le massacre de Moramang, c'est un massacre de rebelles malgaches. Là, c'est dans le cadre de l'insurrection malgache de 1947 qu'on va préciser. C'est un massacre de prisonniers, de rebelles prisonniers, qui sont fusillés dans des wagons qui sont arrêtés dans la gare de Moramang. La gare de Moramang est une charmante gare à mi-chemin entre Tananarive, la capitale, et Tamatave, le port de Madagascar, le principal port de Madagascar. Donc c'est un centre stratégique et un nœud de route et de ferroviaire. Et donc là, il y a un massacre délibéré, parce que, bon, qui est masqué, alors pas totalement, puisque une partie de la presse française en parle un petit peu, et certains fonctionnaires coloniaux utilisent même le terme d'oradour malgache pour caractériser cet événement. Et à partir de cet événement, il y a toute une rumeur qui va être véhiculée autour de ce massacre. Alors, rumeur qui, en malgache, se qualifie de taba-taba, et rumeur qui va être plutôt, qui va plutôt alimenter une mémoire qui est une mémoire intellectuelle, artistique, qui n'est pas en tant que telle une recherche historique, même si, à partir des années 60, plusieurs historiens vont s'interroger sur l'arrière-plan de ce massacre. Troisième événement qui relève de ce devoir de mémoire qui met en évidence une part d'ombre de la décolonisation, le procès intenté par les vétérans Mau Mau du Kenya contre la couronne britannique. Alors là aussi, nous faisons référence à l'insurrection Mau Mau au Kenya, et en 2013, des vétérans, des rebelles vétérans, qui en réalité
avait été victime essentiellement d'internement, porte plainte contre la couronne britannique au sein des cours du Royaume-Uni. Alors, cette prise de conscience de la part de la société civile kenyane, ou d'une partie de la société civile kenyane, est supportée aussi par des travaux historiques qui, d'une façon plus scientifique, analysent cette insurrection Mau et cette guerre, puisque effectivement là on est confronté à une guerre qui va durer, et de façon pratique, plusieurs ouvrages abordent la question, dont entre autres celui de Caroline Elkins, qui s'appelle Le Goulag britannique ou le Goulag des Britanniques, la fin brutale de l'Empire au Kenya. Et ce procès que les vétérans vont gagner donne lieu à un exercice de repentance diplomatique et politique, puisque le gouvernement britannique reconnaît là aussi sa responsabilité dans ces massacres. Et d'une façon, on pourrait dire symbolique, on voit sur la photo l'ambassadeur du Royaume-Uni participer à cet exercice de commémoration, d'un monument à l'honneur d'un des chefs de ces rebelles, façon, on pourrait dire, de marquer la fin de la guerre, ou au contraire le retour de la paix, du moins de la paix dans les âmes, si ce n'est dans les esprits. Il y a eu donc, durant la décolonisation, des conflits importants en Afrique qui, pour des raisons diverses, comme nous le verrons, ont été soit peu abordés par la presse, soit ont été en partie masqués parce qu'il y avait derrière des enjeux politiques ou des enjeux économiques importants. Prenons le cas de l'insurrection malgache. L'insurrection malgache, c'est en 47-48, ça dure un an. Et voyons comment le phénomène est traité par la presse au travers des principales images et photographies d'actualité. Nous avons là une série de photos qui, on pourrait dire, illustrent les différents temps de cette insurrection malgache. Alors, vous avez d'abord une photo qui rappelle un petit peu les ethnotypes coloniaux de la fin du 19e siècle, où on voit un insurgé malgache, un rebelle, qui effectivement, en 1947, était armé de la même façon que les bandits malgaches des grands chemins au 19e siècle, c'est-à-dire armé d'une sagaie, d'un coupe-coupe et d'un fusil du 19e siècle. Et effectivement, l'insurrection malgache est une insurrection paysanne qui prend des formes très violentes, presque messianiques, avec la volonté de détruire un ordre colonial établi et qui effraie considérablement la société coloniale, autant d'ailleurs, bien sûr, les Européens, mais aussi une partie des Malgaches résidant dans les villes. Cette jacquerie est sauvagement réprimée, car là aussi, la violence entraîne un excès de violence. On est dans une montée aux extrêmes qui rappelle un petit peu les guerres de conquête coloniale et les pacifications coloniales, avec cette fois-ci l'usage d'armes qui sont les armes modernes, c'est-à-dire l'aviation, les trains blindés, et la politique de cantonnement, de regroupement de la population, qui est une technique de guerre inaugurée en Indochine, qui effectivement repose sur l'idée que contre la guérilla, la seule solution, c'est d'isoler les populations, les villages de leurs leaders ou de leur groupe armé. Autre image caractéristique de cette insurrection malgache, la participation, la collaboration de la population, différents faits d'armes qui sont entre autres l'attaque du réseau ferroviaire par les rebelles et, in fine, la reddition très, très spectaculaire des principaux leaders, en fait qui sont des petits chefs militaires. On n'arrive pas à bien saisir quelle est la tête de cette insurrection. Alors, pour prendre la mesure de cette insurrection, il faut s'arrêter sur sa cartographie et sur plusieurs de ces manifestations. Alors, une insurrection qui couvre une grande partie du pays, plutôt l'est de l'île de Madagascar,
et qui concerne la zone caféière, donc l'économie de plantation, donc une zone vitale en ce qui concerne l'économie coloniale, et qui concerne également l'axe essentiel qui est les voies routières et les voies ferroviaires entre la capitale et le port de Tamatave. Une insurrection côtière qui va durer un an et qui prend des formes très violentes et qui se prolonge d'une répression qui est aussi très violente, avec toujours pareil, cette difficulté de mesurer parfaitement le nombre de victimes, directes et indirectes, et donc on a des statistiques qui fluctuent entre 11 000 victimes et 100 000 victimes. Alors 100 000 victimes par rapport à une population totale de l'île qui est de 3,8 millions, on voit très bien la dimension dramatique de l'événement. Autre particularité de cette guerre, c'est une guerre entre, on pourrait dire, une paysannerie armée, mais qui pratique une guérilla, mais une guérilla qui n'est pas maîtrisée, bon, avec quelques chefs militaires qui sont d'anciens militaires et d'anciens soldats de l'armée française, mais en fait, qui sont des escadrons qui ne sont pas avec des formes de guérilla qui sont éclatées. Alors que du côté français, du côté colonial, on fait appel à l'armée et on fait appel à des régiments qui viennent des tirailleurs marocains, des tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire en réalité la répression de l'insurrection malgache a été le fait de l'armée française et de ces régiments africains. Cette insurrection est aussi une insurrection qui pose toute une série de questions concernant les motivations. Alors, c'est une insurrection et là c'est évident, dans la zone qui est la zone essentiellement d'exploitation coloniale. Et donc, on met en relation d'une façon assez rapide l'état économique de la région et le périmètre de la rébellion. On est dans la zone caféière, on est dans la zone où, durant la Seconde Guerre mondiale, l'effort qui a été demandé à la population a été très élevé en termes de mobilisation forcée, en termes d'imposition fiscale et de réquisition. Et donc, un des terreaux et une des explications du succès de l'insurrection, c'est le rejet du système colonial au travers de ses pratiques autoritaires et parasitaires. Autre élément d'explication de cette rébellion, ce sont les enjeux politiques, c'est-à-dire qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui à Madagascar s'est passé d'une façon spéciale, puisque le pays a été libéré par les troupes britanniques. Et donc on a un pouvoir colonial qui survit, mais qui est un pouvoir colonial issu de Vichy, qui a été défait. Donc on a là un contexte qui est assez particulier et qui fait que les partis politiques à Madagascar, en dehors d'autres raisons qui sont des raisons socio-culturelles, sont très présents en 1945 et se divisent, on pourrait dire là d'une façon classique, entre une composante nationaliste qui réclame une indépendance à court terme, sans rupture avec la France, on pourrait dire dans un nationalisme modéré, et une composante qui est plutôt dans une logique de négociation, on pourrait dire dans une logique plutôt d'autonomie que d'indépendance avec l'Union française. Autre particularité de cette rébellion, elle se réalise dans un territoire qui coïncide avec une distribution ethnique de la population malgache. Et ça, c'est un élément qui se surajoute au contexte politique et économique signalé. Si on regarde la carte de Madagascar, celle de droite, on voit très bien que la distribution ethnique, c'est-à-dire en réalité le reflet de l'histoire précoloniale, le reflet des royaumes tels qu'ils existaient au XVIIIe ou même au XIXe siècle, cette carte montre qu'il y a une division, une distinction entre les royaumes des Hautes-Terres, qui étaient des royaumes dominants au XIXe siècle, et les royaumes côtiers,
qui sont souvent des sociétés soumises. Et donc, l'insurrection malgache résonne de ces différentes divisions ou ressentiments ethniques que le pouvoir colonial va exploiter, comme nous le verrons dans le cadre du procès qui sera fait aux leaders de l'insurrection. Autre aspect intéressant de cette insurrection malgache, c'est en réalité l'arrière-plan politique. Il y a donc une lutte quasiment militaire entre une société qui se révolte et un pouvoir colonial, et au travers de ce conflit, il y a des prises de position ou des stratégies qui sont menées par les partis politiques malgaches qui apparaissent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Avec un clivage qui fait apparaître ce qu'on pourrait appeler une contre-élite. En réalité, des Malgaches qui ont été formés dans les années 30 et qui ont suivi un cursus universitaire, qui sont devenus médecins, juges, universitaires, intellectuels, et qui vont être très rapidement visés par le pouvoir colonial. Et d'un autre côté, des partis malgaches qui soutiennent plutôt le pouvoir colonial, dans la mesure où l'évolution politique leur permet d'apparaître ou de prendre une revanche sur ce qui étaient les anciens royaumes centraux. On a là une division politique qui recoupe une division ethnique et que le pouvoir colonial va exploiter selon une stratégie qui est assez classique, diviser pour régner. Et donc, effectivement, au lendemain de l'insurrection, les procès politiques qui sont menés visent les leaders nationalistes malgaches, qui sont tous d'anciens députés de la 4e République et d'anciens représentants au Parlement de l'Union française, donc qui sont des personnes reconnues des institutions et qui vont être accusés d'avoir dirigé cette insurrection, ce qui n'est pas encore pour l'instant prouvé, mais qui permet au pouvoir colonial à la fois de réprimer l'insurrection paysanne et de mettre au pas une opposition politique interne. Autre aspect et dernier aspect original de cette insurrection malgache, elle va résonner considérablement dans la société malgache, parce qu'effectivement, elle brouille considérablement les cartes. Alors, prenons le cas, par exemple, des leaders militaires de l'insurrection qui ont été arrêtés. On s'aperçoit que souvent, ce sont des anciens militaires français, des sous-officiers qui ont fait une carrière honorable et qui sont décorés, et que l'on retrouve à la tête de ces petits groupes armés qui mènent une guérilla, mais sans grand succès, on pourrait dire qui échoue totalement. En revanche, l'autre fait assez troublant, c'est qu'une partie de la classe politique malgache, celle qui va gouverner Madagascar au moment de l'indépendance, une partie de cette classe politique a joué un rôle, ou plutôt a hérité d'un capital au lendemain de cette insurrection malgache. Par exemple, le premier président malgache, Tsiran, a été chef d'un parti qui était le parti, si ce n'est pro-français, ou du moins qui n'a pas supporté ou n'a pas reconnu ou ne s'est pas identifié à la rébellion, à l'insurrection malgache. Le second président de Madagascar, en fait le troisième chronologiquement, mais le second en importance, Didier Ratsirach, lui a été indirectement impliqué puisque son père faisait partie, qui faisait partie de l'aristocratie côtière, faisait partie ou a contribué à la répression de ce soulèvement, de cette insurrection. Donc on voit très bien que ces événements sont très complexes. C'est à la fois un conflit entre pouvoir colonial et société, entre différentes composantes des sociétés coloniales et des sociétés colonisées et différentes composantes des élites, nouvelles élites et élites établies. Ce phénomène s'observe également dans le cas kényan. On a aussi au Kenya une guerre oubliée, peut-être moins oubliée que dans le cas de l'insurrection malgache, puisqu'il y a eu là
un effort conséquent de la part des historiens kenyans et des historiens britanniques pour comprendre ce qui était beaucoup plus qu'une guérilla ou qu'une insurrection, qui était une véritable guerre. Alors, la révolte Mau Mau démarre un petit peu comme dans le cas de Madagascar par un soulèvement populaire, paysan, qui s'oppose aux politiques de restriction et surtout de concentration foncière aux dépens des sociétés rurales. Essentiellement dans la partie centrale du Kenya, autour du mont Kenya, sur les hautes terres, qui sont des terres traditionnelles de certaines ethnies, les Kikuyu, mais qui sont aussi les terres des grandes plantations coloniales, des grandes exploitations coloniales. Alors, cette guerre, là aussi, on peut la présenter au travers de quelques images piochées dans l'actualité et la presse quotidienne. Alors, le phénomène a été beaucoup plus reporté que l'insurrection malgache. Donc, on a un mouvement de guérilla avec des groupes armés, toujours sommairement, mais peut-être techniquement mieux équipés, qui peuvent mener une véritable guérilla, ce qu'ont fait les Mau Mau. Et du côté des Britanniques, la volonté de pacifier et d'affronter militairement, puis de pacifier un territoire, ce qui les a poussés à utiliser, comme les Français, des techniques nouvelles d'une guerre totale, c'est-à-dire les bombardements, des fronts mobiles, une occupation du terrain, et surtout des regroupements de population pour éviter que les insurgés Mau Mau soient soutenus par la population. Donc on a là une histoire qui s'apparente un petit peu à ce que nous avons vu dans le cas malgache, avec des concordances qui sont assez intéressantes. C'est-à-dire que dans le cas des Mau Mau, on a une rébellion au cœur du pays, au centre du pays, mais qui est aussi le nœud stratégique de l'économie coloniale. Donc une zone qui correspond au territoire Kikuyu, c'est-à-dire en jaune, c'est-à-dire cette ethnie qui va participer d'une façon majoritaire à ce soulèvement, et qui est aussi le territoire des grandes réserves, territoire des grandes installations, de grandes fermes européennes. Donc, à la différence de Madagascar, l'enjeu foncier, disons les raisons économiques sont là encore plus importantes que dans le cas de Madagascar. Ce n'est pas un soulèvement réactif par rapport à une politique de rigueur et d'imposition qui rappelle un petit peu les politiques en temps de guerre. C'est une réaction qui anticipe sur une évolution, c'est-à-dire sur une extension du pouvoir des propriétaires blancs, des propriétaires européens, avec un enjeu qui est le contrôle de la terre. Comme dans le cas malgache, le pouvoir colonial britannique va tenter, durant la répression contre cette insurrection, qui prend du temps, hein, ça dure quasiment 4 ans, va tenter aussi de faire un procès politique des nationalistes. Jouer sur 2 tableaux, la répression militaire et la répression politique. Et d'une façon pratique, ce sont les nationalistes qui sont visés dès 1952, ils sont emprisonnés alors qu'ils n'ont pas participé à l'émergence du mouvement, qui n'ont pas dirigé le mouvement, et certains d'entre eux d'ailleurs n'étaient pas favorables à ce type de mobilisation qui était particulièrement violente et qui prenait des formes qui étaient souvent suicidaires. Donc, il y a là un scénario qu'on avait retrouvé dans le cas malgache et français dans les années 47. Des procès avec l'emprisonnement des principaux porte-parole nationalistes, dont Jomo Kenyatta. Alors Jomo Kenyatta que vous avez donc à 2 moments. Là, symboliquement, il est représenté avec une lance comme un guerrier Kikuyu, donc qu'on peut identifier à la rébellion, et ensuite on le voit être embarqué par la police pour être emprisonné. Il sera emprisonné de 52 aux années 60. Comme dans le cas malgache, le pouvoir colonial utilise les ethnies ou
les armées coloniales, toujours pareil dans l'idée de pouvoir diviser pour régner, c'est-à-dire à la fois de réprimer le soulèvement et aussi de s'assurer des alliances. Donc il y a dans cette rébellion kenyane, il y a le phénomène classique de loyalistes et rebelles, hein, donc qui montre bien que ces guerres oubliées sont aussi des conflits internes qui vont rejaillir considérablement sur l'évolution des politiques et sociales des années 60, 70, 80. Ce n'est qu'à partir des années 90, 2000 que le recul du temps fait que ces plaies vont petit à petit se cicatriser, mais pas totalement, puisque le débat, la question est toujours débattue. Autre guerre oubliée de la décolonisation, l'Union sud-africaine. Alors là, on n'est pas dans une guerre ouverte, on n'est pas dans le schéma de l'insurrection, de la rébellion, qui dure peu de temps ou qui dure 4 ans. On est dans un état de guerre permanent qui s'apparente, on pourrait dire, au régime de l'apartheid, qui devient en 1947 un régime officiel. Un régime officiel qui va être plus ou moins reconnu, puisque l'Union sud-africaine fait partie des membres fondateurs de l'ONU. Donc on est dans une guerre froide intérieure, mais qui résonne aussi de considérations géopolitiques liées à la guerre froide planétaire. Alors, ce régime de ségrégation, d'apartheid, on en connaît les principales manifestations, l'isolement de la population, le contrôle de la population. Donc on voit là, c'est une image assez connue de Mandela qui brûle son passeport, qui est le fameux carnet qui permettait que tout le monde devait posséder, parce qu'il y avait un contrôle des populations natives, des populations noires, avec, lorsque l'opposition prend en considération l'impossibilité de négocier, il y a donc une radicalisation de l'opposition en Afrique du Sud, et très rapidement une répression qui va aller crescendo, puisque bon, elle commence dans les années 50, mais elle va se perpétuer jusqu'aux années 80, avec l'épisode du massacre de Sharpeville, qui est l'illustration parfaite que la décolonisation en Afrique du Sud est impossible dans ce contexte politique. Or, ce contexte politique que j'ai appelé la guerre froide, qui est le contexte d'apartheid, est un contexte qui se diffuse en Afrique. Et ça, c'est un élément qu'on a souvent oublié. C'est-à-dire, une partie de l'Afrique va choisir, enfin, une partie des dirigeants africains et des dirigeants blancs africains vont choisir le modèle sud-africain. Et c'est le cas, bien sûr, du territoire voisin de la Rhodésie du Sud. La Rhodésie du Sud qui est le Zimbabwe. Et donc là, il y a, dans les années 60, l'affirmation d'un pouvoir blanc qui s'inspire du modèle de la ségrégation sud-africaine, qui devient quasiment indépendant et qui même va se proclamer républicain en 1970. Donc on est dans une logique qui est une logique de repliement sur le pouvoir colonial au profit des élites coloniales qui recusent toute idée de décolonisation et toute idée de négociation. Et de façon pratique, ça se traduit, alors, dans le cas de la Rhodésie du Sud, en fait, du Zimbabwe actuel, par une politique de ségrégation qui s'inspire du modèle sud-africain avec le cantonnement des populations, la protection, la sanctuarisation de terres blanches ou de terres qui correspondent aux grandes fermes possédées par des propriétaires blancs, le cantonnement des populations tribales, la création d'espaces qui sont des espaces qui sont des parcs, mais qui en réalité sont des espaces interdits aux populations africaines. Donc, toute une gestion de l'espace et de la société qui reproduit le modèle sud-africain et qui donnera lieu à un conflit, une guerre de libération qui se terminera bien plus tard, en début 80, avec
d'abord un rapport de force militaire qui sera favorable aux rebelles, puis une négociation. Alors une négociation non pas avec le régime de l'apartheid, le régime de la Rhodésie du Sud, mais avec l'ancienne métropole coloniale. Donc on voit là une photo qui représente fait la rencontre entre le prince Charles et Robert Mugabe. Robert Mugabe est un des leaders d'un des principaux partis d'opposition armée qui, en 1980, négocie une paix visant à l'indépendance et surtout à une réforme politique qui s'apparente à une indépendance réelle. Quel est l'arrière-plan de ces guerres dites oubliées? Et quand on fait la géographie de ces guerres oubliées, on s'aperçoit tout de même qu'elles concentrent des espaces qui sont l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, Madagascar aussi, les Mascarenes. Et le dénominateur commun de ces espaces, c'est que nous avons affaire à des colonies de peuplement. Quand on observe l'état démographique des populations en Afrique, autant des populations africaines que des populations européennes, on voit bien cette distinction entre des espaces où il y a une volonté de la part des métropoles coloniales dès la fin du XIXe siècle et aussi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le phénomène, les migrations ne sont pas taries, une volonté de contrôler un territoire en fixant des populations. Alors, généralement, ce sont des hautes terres qui sont beaucoup plus tempérées et qui permettent l'adaptation d'une population émigrée européenne. C'est le cas de l'Afrique du Sud, c'est le cas de la Rhodésie, c'est le cas du Kenya, c'est le cas aussi, mais dans une plus petite mesure, mais ça existe, à Madagascar. On a une situation qui rappelle la situation algérienne. Et donc, dans cette configuration démographique, tout changement politique, une décolonisation, une indépendance, va se traduire ou se traduit inévitablement par des changements sociaux et voire des changements économiques. Et c'est là où on s'aperçoit que le pouvoir colonial dans ces espaces des colonies de peuplement s'arc-boute, se fige sur ces privilèges coloniaux ou sur ces pouvoirs ou sur ces privilèges économiques coloniaux. La dimension économique est importante. On a un modèle d'analyse qui, certes, est très théorique, mais qui, dans ce cas précis, fonctionne très bien et je m'appuie sur les travaux qui ont été réunis par Joël Michel sur les colonies de peuplement. Il y a en Afrique, on pourrait dire, deux types de modèles économiques dans les années 1950. On a des zones coloniales qui sont des zones de traite depuis la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que la métropole coloniale organise un commerce à son bénéfice, en contrôlant des routes, des ports et des marchands, des négociants. Les ressources sont des ressources qui sont produites soit par la terre, soit par les paysanneries africaines. Si on regarde bien, cette économie de traite, elle est surtout présente en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Et ensuite, il y a une économie de plantation. Alors, l'économie de plantation, c'est totalement différent. C'est en réalité une mise en valeur de certains territoires et de certaines ressources végétales, minérales. Donc, l'économie de plantation, on la retrouve surtout dans les zones de plantation de thé, dans les zones de plantation de café, dans les zones minières, où l'organisation économique suppose une présence européenne importante. Donc, on a une coïncidence entre colonies de peuplement et mode d'exploitation coloniale. Et si on regarde bien cette carte, ce qu'on appelle l'économie de plantation est présent en Afrique australe, en Afrique de l'Est et aussi au Congo, mais sur le Congo, je laisse de côté cette question puisque je l'aborderai la semaine prochaine. Et effectivement, l'enjeu du pouvoir colonial à ce moment-là et dans ces territoires-là
c'est de ne pas céder une partie du pouvoir économique, du pouvoir politique, qui est le droit d'accès au pouvoir économique. De ne pas céder sur une réforme qui serait une réforme rurale ou foncière, de ne pas céder sur une redistribution des ressources minérales. Et donc on voit très bien que dans cet espace, la négociation qui est possible dans l'économie de traite, car en fin de compte, le commerce permet de s'entendre, la négociation n'est pas possible dans ce cas. Et donc on voit très bien se coïncider, se superposer les zones d'économie de traite, les zones de colonies de peuplement et ces différentes guerres, alors que l'on a qualifié d'insurrection, de rébellion, mais qui prennent des formes de guerre moderne, avec des dimensions et des souffrances typiques d'une guerre moderne, et qui, de par leur complexité, vont considérablement peser dans la relation métropole-colonie, blanc-noir, mais aussi dans les relations entre noirs, puisque nous avons vu que dans cette mobilisation en temps de guerre, cette mobilisation a traversé des réalités sociales qui sont des identités ethniques, des identités territoriales, régionales, des partis politiques, et que ces guerres, même si elles ont duré peu de temps, 2 ans dans le cas de l'insurrection malgache, 4 ans dans le cas de la révolte Mau Mau, beaucoup plus longtemps, bien sûr, dans le cas de la guerre froide sud-africaine, ces guerres coloniales, qu'on peut qualifier de guerre, ces événements qu'on peut qualifier de guerre, ont considérablement pesé sur les sociétés et sur aussi leur devenir, puisque jusqu'aux années 2000, souvent ces sujets n'étaient pas tabous, mais étaient abordés d'une façon très diplomatique par les différents acteurs qui avaient été, acteurs politiques de l'indépendance, qui avaient été des acteurs aussi de ces guerres. Bon, on va voir si ça marche.